Oui, bonjour à tous. Lucien aujourd'hui Radio Galère pour la énième fois. Et aujourd'hui une émission spéciale. Aujourd'hui une émission spéciale. Ça va Daniel, tout se passe bien. Bonjour Daniel. Une émission spéciale pour le 75e anniversaire de notre sécurité sociale. Je dis bien notre sécurité sociale parce qu'elle est à tous les travailleurs et toutes les travailleuses de ce pays, on ne le répète jamais assez. Et pour vous parler justement de ce 75e anniversaire et de la sécurité sociale avec les enjeux économiques, sociaux et sanitaires qu'il y a en ce moment avec cette crise du Covid-19, j'ai le plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui Sébastien et Jean-Marie, des camarades du syndicat CGT de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Donc, je vais leur laisser la parole et on va dérouler comme ça. Et à mesure, vous pouvez téléphoner, bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions. Et à mesure, moi, si j'ai des questions, je leur poserai parce que le questionnement sur la Sécu, il est toujours d'actualité. Et comme c'est marqué sur la dernière parution de l'Humanité dimanche, la Sécu, une idée d'avenir. Et c'est tout à fait ça. Bonjour Lucien, donc Sébastien. Ravi d'être avec vous. Salut Daniel en cabine. Donc merci de nous avoir invités pour les 75 ans de la plus belle conquête des travailleurs, la sécurité sociale. Et bonjour à tous. Bonjour Daniel. Merci Lucien pour l'invitation. Donc moi c'est Jean-Marie Angéli et on vient avec Sébastien vous parler un peu de, comme il a dit, de la plus belle conquête du monde salarial et surtout pour la France et tous ces assurés, puisqu'il faut dire assurés, ne disons pas et ne succombons pas à la pression en disant client, n'est-ce pas? C'est une idée même plus qu'assurée. Mais je vous laisse développer les sujets d'actualité sur la sécurité sociale et après on verra au fur et à mesure, mais parce que avec cette crise du Covid notamment, on voit bien que l'autre fois je disais un truc, par exemple, faut savoir qu'un séjour en réanimation pour un patient qui malheureusement est infecté par le virus gravement, c'est 38 000 €. Et s'il n'y a pas la Sécu, il crève comme en Amérique, quoi. En gros, pour faire simple, pour parler simplement. Donc rien que ça déjà, alors on va y aller là parce que c'est tellement énorme et je préfère laisser parler des gens qui sont dedans, on va dire, même si j'en connais un petit morceau quand même. Alors je vais commencer, mais juste alors par un peu radoter, mais c'est quand même important de le répéter. Je voulais quand même revenir sur la création de la sécurité sociale et expliquer à nos auditeurs pourquoi dans un moment où le pays sort d'une guerre, le pays est ruiné, on a des millions de morts, la pauvreté, les usines à la ramasse. Pourquoi on crée la sécurité sociale? Tout simplement, il faut se dire que avant la guerre, socialement, c'est un désert, une catastrophe pour l'ensemble des salariés. En gros, vous avez un travail, vous mangez votre travail. Si vous êtes malade, si vous êtes en accident de travail ou si vous êtes trop vieux, eh bien, on vous jette puisque vous n'êtes plus productif. Et malheureusement, vous mourrez de soit de votre maladie, soit de votre belle mort, ou tout simplement parce que vous n'avez plus les moyens de vous subvenir à vos besoins. Donc la sécurité sociale, c'est surtout l'idée de donner des perspectives d'avenir aux gens dans cette période qui est très compliquée. Et évidemment, on fait le lien avec ce qui se passe à l'heure actuelle parce que quand on nous dit aujourd'hui qu'on n'a pas d'argent pour s'occuper de la sécurité sociale et que la sécurité sociale dépense trop d'argent, on en parlera tout à l'heure, je pense qu'il faut remettre les idées en place à nos gouvernants en leur expliquant qu'on avait un pays ruiné, on est arrivé à monter une sécurité sociale en moins d'1 an, avec la force des salariés, avec la force de la CGT à l'époque. Et on est capable d'avoir une sécurité sociale digne de la 6e puissance mondiale. Donc voilà, c'est un petit chapeau, comme on dit quand on fait des tracts, mais c'est quand même important de rappeler ça,
parce que tous les jours, à la télévision, on nous rabâche que on n'a plus les moyens d'avoir la sécurité sociale que l'on avait avant, et qu'apparemment, avant, c'était exceptionnel et que maintenant, c'est plus possible. Donc, se rappeler qu'on crée la Sécu avec rien, et avec la force des travailleurs, avec la volonté politique, et je pense que c'est ce qui manque le plus en ce moment à nos gouvernants, la volonté politique d'avoir une vraie idée sociale pour l'ensemble du pays, qu'on puisse tous partager et avoir des vraies perspectives d'avenir. Ouais, on voit que en réalité, le discours dominant en ce moment, c'est réellement de dire que cette idée de sécurité sociale, qui est basée sur la solidarité, bon, c'est has-been, hein, c'est un peu trop ancien, on n'aura plus les moyens, etc. Ils font vraiment exprès de nous mettre ça dans la tête. Alors qu'en réalité, c'est vraiment tout l'inverse. À la lumière des événements qu'on vient de vivre, donc la crise sanitaire, on se rend compte que c'est une idée non seulement encore révolutionnaire en 2020, mais surtout d'une modernité incroyable. Justement, tu me dis là-dessus, mais voilà, parce que les auditeurs, ce que tu as dit là, ce que tous les médias, pour ici dire, et toute cette allez, je vais dire le mot, cette fange journalistique qui se produit sur les antennes de télévision, et toujours dans cette manipulation des masses, cette fabrication là d'un consentement à l'ultralibéralisme. Et là, je vais lire un petit truc. Michel Etienne, je ne sais pas si vous connaissez, historienne de la Sécu, biographe de son bâtisseur, Ambroise Croizat. Faut pas oublier Ambroise Croizat, parce que faut pas oublier que tout de même, c'est avec des grandes idées. Mais Ambroise Croizat, pas tout seul, Ambroise Croizat avec la CGT de l'époque, parce qu'il faut savoir que les premières caisses d'assurance maladie, se sont ouvertes avec les bourses du travail en correspondance dans les régions, avec les syndicalistes qui se sont impliqués pour ouvrir les caisses de sécurité sociale, après qui se sont impliqués pour avoir faire face aux besoins sanitaires, l'hôpital public qui s'est pas construit du jour au lendemain, etc. Donc voilà, la Sécu est un îlot, alors je le cite, la Sécu est un îlot de socialisme dans une France ruinée, selon la formule de Croizat. D'abord parce que dès 1946, les caisses sont gérées par les intéressés eux-mêmes, avec une gouvernance à 75% pour les travailleurs et 25% pour le patronat, d'ailleurs, en 1967. D'entrée, ça a été remis en cause, évidemment. Des millions de salariés élisent leurs représentants à la Sécu. L'autre aspect révolutionnaire, ce que tu disais, c'est le financement. Et c'est ça. La Sécu repose sur la socialisation du salaire, à travers la cotisation sociale sur le salaire payé par l'employeur. La Sécu s'empare ainsi directement d'une grande partie du capital. C'est là le problème. Pour eux, pas pour nous. Qui échappe aux poches des actionnaires et est investi dans le bien-être de tous. Chacun cotise selon ses moyens et est aidé selon ses besoins. J'en arrête de là pour l'instant. Ouais, justement ce que tu dis, Lucien, c'est-à-dire que là, on a bien vu l'actualité actuelle sur la sécurité sociale, c'est la création d'une 5e branche de la sécurité sociale, donc sur la perte d'autonomie. Et ça rejoint tout à fait ce que tu dis, on est en train de passer, alors déjà la première interrogation, c'est la perte d'autonomie. Est-ce que ça a un rapport, est-ce que la santé a un rapport avec l'handicap, oui ou non? Bon, nous, on est les premiers à dire bien entendu que oui. Et sur son financement, on voit que cette 5e branche sera financée à 90% par la CSG, qui est un impôt, qui n'a plus rien à voir avec les cotisations sociales. Et c'est une manière de dévoyer en réalité cette grande idée de solidarité, de cotisation et de salaire socialisé, parce que c'est là-dessus qu'ils sont en train de nous matraquer, laisser entendre que la sécurité sociale, on va faire un petit coucou à notre directeur d'ailleurs de la Sécu, Monsieur Bertuccelli, parce qu'ils sont en train, à longueur d'antenne, les journalistes dont tu parlais, d'assimiler la sécurité sociale à une charge pour la société. Oui, mais là, on est dans un point grave, pas qu'au point de vue économique, comme tu disais par rapport à la Sécu, bien entendu, c'est une forme de démantèlement, mais philosophiquement, est-ce que vous vous rendez compte que considérer les gens en perte d'autonomie, c'est-à-dire en général les handicapés ou des graves maladies, etc., considérer les gens en perte d'autonomie comme une 5e branche, uniquement une charge, comme faisant pas partie, pour ainsi dire, de la société humaine,
Et de la sécurité sociale. et de la sécurité sociale, ça veut dire que on en vient, et c'est horrible à penser, hein. Moi je le dis, hein, si les auditeurs ils savent ce que ça veut dire, une forme d'eugénisme. Vous entendez bien, l'eugénisme, ça veut dire que d'un côté, il y a ceux qui sont bien portants, qui sont forts, qui sont intelligents, et ça veut dire qu'un autre, il y a des êtres humains inférieurs. Oh, c'est gravissime ça. Cette 5e branche de la Sécu, non seulement économiquement, c'est une catastrophe pour la Sécu aussi, mais philosophiquement, humainement, c'est une horreur. C'est ce que je te disais, santé handicap, pour mon avis, c'est quand même assez étroitement mêlé, quoi. Mais surtout, moi, je voudrais rebondir sur tes propos, Lucien. C'est surtout, moi, je pense que la place de cette 5e branche, elle n'a pas lieu d'être. Tout à fait. Je le dis franchement, puisque la sécurité sociale, ne l'oublions pas, chers auditeurs, ça doit vous prendre de la naissance à la mort, quel que soit votre état, et vous permettre de vous soigner et de vous maintenir en bonne santé dans toutes les conditions. Donc, cette branche, en fait, elle est, on va se le dire très clairement, hein, c'est une stratégie libérale de commencer à amortir la marchandisation du 3e âge, des EHPAD, qui a commencé déjà depuis longtemps, mais officiellement, voilà, cette branche ne sert à rien, à part, comme vous le disiez très bien, Sébastien, c'est tout simplement de continuer à fiscaliser le budget de la sécurité sociale, c'est-à-dire de diminuer la part des cotisations et de mettre plus d'impôts. Donc, ce qui fait que la force des travailleurs, qui est le point d'orgue du financement de la sécurité sociale, passerait de la force des travailleurs aux impôts. Et donc, à un moment, n'oublions pas, et là je refais encore un coup d'histoire, que, comme le disait très bien Lucien, on crée la sécurité sociale, les conseils d'administration de la sécurité sociale, c'est les représentants des assurés, les représentants des travailleurs, le patronat représente un quart des instances, et la sécurité sociale, elle est dirigée par les assurés. Et effectivement, la manne de pouvoir et la manne financière fait que le gouvernement le récupère très rapidement et le met sous sa tutelle, et veut s'accaparer la puissance de la sécurité sociale. Moi, je ne le répète pas assez, et quand on parle tous les jours et qu'on nous rabâche à longueur de journée des milliards et des milliards, n'oubliez pas quand même que le budget du gouvernement, le budget de l'État, c'est à peu près 350 milliards d'euros, et le budget de la sécurité sociale avoisine les 580 milliards d'euros. Donc vous avez bien compris l'objectif de ce gouvernement, et que tout simplement, ils veulent s'accaparer une masse d'argent qui, pour l'instant, leur échappe encore en partie. C'est tout le fond du problème, c'est pour ça que je parlais de est-ce que la sécurité sociale est une charge pour la société, ou alors au contraire, est-ce que c'est ce qui nous a permis justement pendant cette période de crise sanitaire de rester justement debout au pays entier, de surmonter cette crise sanitaire. Et on voit que là actuellement, la seule manière dont on parle de la sécurité sociale, c'est encore en termes de déficit, c'est encore en termes de charges. C'est pour ça, Lucien, que je te parlais de notre directeur de l'assurance maladie, la CEPAM 13, Oui. parce qu'il a envoyé un courrier récemment pour dire la prime que je vous verse sera soumise ou à cotisation, à charge sociale. Nous, on ne parle pas de charge sociale. Nous, quand on parle de sécurité sociale, on parle de cotisation sociale. Oui, mais c'est le directeur, s'il a été nommé il y a longtemps, ce directeur. Ah, quand même, il y a une dizaine d'années, oui, bien sûr. Voilà. Mais il ne faut pas croire que les politiques actuelles sont toutes nouvelles. Hein. Ah ça oui, fait quand oui. même. Non, mais il est bien dans la lignée, quoi. Il est tout à fait dans la lignée, bien entendu. Et quand on lui a demandé, lors de nos instances, pourquoi il avait écrit ça, attends, tiens, attache ta ceinture, il a répondu, ah, c'est pas moi, c'est la main rédactrice qui a écrit ça. Ben, on lui a demandé de rectifier. Ah non, on ne reviendra pas là-dessus, c'est une petite erreur, mais c'est pas volontaire. On sait tout à fait que c'est volontaire et que les politiques. Donc il a été élu, c'est ça. Faut voir, il y a 10 ans, il faut voir, parce que ça, voilà, tu me dis, tu parles de charge. Ça veut rien dire. Je donne un exemple simple, justement, Sarkozy, Hollande. Macron, une des premières choses qu'il a faites quand il a été notamment élu au ministère de l'économie, c'est privatiser le laboratoire Sanofi. La vraie charge, elle est là.
elle est sur ces multimilliardaires, parce la classe des travailleurs, il faut qu'elle se rende compte que c'est elle la productrice de richesse. Et là, on le voit par exemple, il te parle de charges, bien sûr, c'est un valet du capital, ton directeur comme tous, il te parle de charges, mais la réalité, c'est que quand Sanofi a été privatisé, c'est une chose autre. Mais là, dernièrement, avec la crise du Covid, Sanofi se sont pris, je ne sais pas combien de millions de subventions, en plus qu'ils gagnent de l'argent sur la Sécu en vendant les médicaments très chers, maintenant. Et évidemment, la Sécu le rembourse comme elle peut, parce que voilà, c'est le truc, voilà, parce qu'ils ont trouvé un moyen de récupérer l'argent des travailleurs à travers les laboratoires qui sont devenus de véritables ordureries. Eh oui, parce que du moment que tu privatises une partie de la santé de cette manière-là, ça peut devenir qu'une ordurerie au moins du capital. Je ne sais pas si on dit ordurerie, mais j'aime bien inventer des mots en tant que poète. Et on peut rigoler un peu quand même, il faut détendre des fois. Et donc là, résultat des courses, on leur donne une subvention ils se sont pris, je ne sais pas combien encore de millions d'euros les actionnaires, et pour licencier 1000 personnes. C'est pas ça la vraie charge. La vraie charge, c'est pas la sécurité sociale, aucun rapport. C'est ce dont on parle souvent, hein. Quand on parle d'exonération de cotisation sociale, il faut se rappeler quand même que ton ami Pierre Gattaz, donc le patron du MEDEF, vient donnez-moi des sous. Regarde la caméra, il est par là. Ton ami, donc. J'ai eu peur qu'il soit dans mon dos. Ces gens-là, tu sais, il ne faut jamais les avoir dans le dos. Hein. De face, déjà, c'est compliqué déjà. Mais dans le dos, ce qu'il là, avait fait, donc son gros coup de com', François Hollande qui donne des milliards et des milliards. Là, on est à 90 milliards d'euros, presque 100 milliards d'euros de cadeaux au titre d'exonération de cotisation sociale pour dire aux gars du MEDEF, ok, je vous donne cet argent-là, c'est un trésor extraordinaire pour créer de l'emploi. Et rappelle-toi, quand je parlais de ton ami, il arrive avec un badge en disant je vais créer 1 million d'emplois. Bon, c'était magnifique. C'est pour ça, et d'ailleurs, petit salut fraternel à nos collègues de CGT de Carrefour Le Merlan. Tu sais qu'ils ont attaqué Carrefour. Ils disent bon, ces sous, vous en avez fait quoi? Ben, est-ce que vous avez créé des emplois? Mais pas du tout. Le grand patron de Carrefour France et dans tous les carrefours de France, et sans doute, en tout cas chez nous sur le territoire, il a pris l'argent de la Sécu, il a acheté quelques caisses automatiques et le reste, il a reversé à ses actionnaires. Voilà où va l'argent de la Sécu aujourd'hui. Sans parler des labos, etc. C'est encore un autre sujet. Il y en aurait beaucoup à dire. Aujourd'hui, regarde, nous qui travaillons à la Sécu, je peux te dire que les labos, ben c'est open bar, comme dirait notre directeur. On les contrôle même pas. J'aime bien les petites anecdotes. Ça, je sais pas, je crois que c'est un rire jaune, tu me parles de Carrefour, tu as vu ce qui se passe en ce moment. Un petit peu, c'est pour ça qu'on leur passe le bonjour, le salut fraternel. Ouais, salut fraternel de tout le monde. On est là avec eux. Et une milice et tout, excuse-moi, mais ça m'étonne pas moitié, parce que c'est tout le monde là. En fait, beaucoup de gens l'ont appris. Tout de même, il semblerait que les actionnaires de Carrefour et les grands patrons de Carrefour aient en partie subventionné l'élection de Bolsonaro au Brésil. On sait que c'est un facho. Donc, vous imaginez un peu à qui on a affaire. Alors, évidemment, l'argent de la Sécu à côté, pour eux, c'est normal de piller un organisme comme la Sécu. Je veux dire, quand on en est à soutenir des Bolsonaro au Brésil, quand on en est à envoyer de milices contre les travailleurs, voilà, c'est ça. Le truc, c'est que les auditeurs, ils savent que, voilà, leur intérêt de classe, leur intérêt de travailleur, c'est vraiment la sécurité sociale, parce qu'elle dépasse bien l'idée, elle dépasse bien, et en fin d'émission, j'aimerais bien qu'on en arrive à cette conclusion-là. Je crois qu'il y a encore d'autres sujets. Voilà, je voulais juste dire ça, parce que tu me parles de Carrefour, ouais, c'est tellement d'actualité. Je t'ai fait surréagir, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, avec ces 100 milliards d'euros, on arrondit ces 100 milliards d'euros d'exonération de cotisation sociale, tu reviens leur demander combien tu as créé d'emplois. Les observatoires, les observateurs en tout cas, s'accordent à penser qu'on a pu créer ou sauvegarder, mais attention, 100 000 emplois. Ce que je te dis là, c'est encore discutable. Mais fais le calcul, 100 milliards d'euros divisé par 100 000 emplois créés. Chaque emploi était payé 1 million d'euros. Tu crois que c'est ce qu'on a donné aux travailleurs? Toi, c'est la petite devinette du jour. C'est bien reconnu qu'ils sont bien payés à Carrefour quand même.
1 million 1 d'euros. million chacun. Oui, c'est pas mal quand même. Voilà, donc t'imagines le nombre de personnes qui se sont sucrées sur le chemin du... Moi je voudrais revenir, les camarades, sur un point essentiel. Tout à l'heure, on parlait de l'actualité. Il faut savoir qu'il y a encore des gens qui meurent dans les hôpitaux. Dans cette période, je pense tous ensemble, hein, on a une pensée justement pour les malades et les familles. Mais moi, je voudrais revenir sur l'intérêt. Parce que, outre le côté financier, puisque c'est le gain d'argent qui fait qu'on a une dérive dans le domaine de la santé et de la sécurité sociale, moi, je voudrais quand même revenir sur le principe où on était bien content d'avoir la sécurité sociale et les hôpitaux publics quand il est arrivé ce coronavirus, quoi. Là, on était bien content et des millions de personnes se sont mis aux fenêtres pour applaudir les personnels hospitaliers. Donc là, on reconnaît l'utilité de la sécurité sociale. Donc moi, je voudrais aussi lancer un appel à la population dans la continuité de cette reconnaissance. Et la continuité de cette reconnaissance, elle doit passer par des luttes, très clairement. Parce que là, je reviens un peu à l'actualité. Vous savez que normalement, fin octobre, il va être présenté à l'Assemblée le PLFSS. Alors, c'est pas un gros mot, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et dans ce projet de loi, donc, il doit nous permettre d'avoir les budgets pour fonctionner au niveau des organismes sociaux, donc de la Sécu, et donc, indirectement, de pouvoir financer l'hôpital public. Une nouvelle fois, on va demander à l'hôpital public près de 4 milliards d'économies sur leur budget. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, on applaudit, on dit que ces gens-là sont des héros, et aujourd'hui, on dit, bon, mais voilà, vous allez continuer à être, on va se le dire, dans la merde, parce que, outre les gens qui meurent dans les hôpitaux, il faut voir l'état psychologique et de fatigue physique qu'ont les personnels hospitaliers. On est au bord du burn-out, et là, quand on parle, puisque ces derniers temps, on dit il manque de lits, effectivement, il manque de lits, hein. Mais c'est surtout qu'on va manquer du personnel, c'est-à-dire que même si on embauche du personnel, le personnel déjà existant dans les hôpitaux est en train d'abandonner l'hôpital, malheureusement, parce qu'ils sont sur le burn-out, ils sont en arrêt maladie, ils sont en reclassement parce qu'ils ne peuvent plus continuer à travailler dans ces conditions-là. C'est humainement inacceptable. Ces gens-là ont fait un effort surhumain, mais pas depuis le mois de mars, les amis. Ça fait des années qu'on saccage la sécurité sociale, et donc derrière, on demande de plus en plus d'économies à l'hôpital public. Donc, est-ce qu'on peut accepter, à 6 mois d'intervalle, de considérer des gens comme des héros, et aujourd'hui, de laisser mourir des gens, ou de laisser des personnels à l'abandon? Moi, je dis, à un moment, il y a la réalité du terrain, et il ne faut pas se voiler la face. Parce qu'aujourd'hui, si on peut se dire on est en bonne santé, nos parents et nos enfants sont en bonne santé, demain, ça pourra arriver à tout le monde. Et à ce moment-là, on dira quoi? On dira, ah ben c'est dommage, j'ai pas d'argent. Ou comme disait Lucien tout à l'heure, on fait comme aux États-Unis, vous nous donnez d'abord votre carte bleue, et puis on verra si vous avez occasionnellement des droits ouverts, et si vous n'avez pas d'argent, ben, vous attendrez, vous serez soit sur une liste d'attente, ou soit on vous invitera à aller dans un autre établissement. Donc, est-ce qu'on peut l'accepter? Donc, si on part tous du principe qu'on ne peut pas accepter ça et qu'on ne veut pas vivre dans cet état-là, les amis, il va falloir se battre. Oui, oui, Jean-Marie, se battre, oui. Ben justement, aujourd'hui, c'est l'hôpital dans la rue le 15 octobre. Tu vois, ça tombe bien, on est le 15 octobre. Et je vois, il y a eu demain, je suis à l'avance d'un temps comme d'habitude. Mais voilà, c'est toujours pareil. J'aurais déjà envie de... Enfin, et voilà, donc l'hôpital est dans la rue donc demain, le 15 octobre, ben voilà, il faut les rejoindre, hein, les camarades qui seront dans la rue et tous ceux qui supportent plus ça, parce que il y a 4000 lits qui avaient été demandés à Ségur, ben promis, ils y sont pas. Les hôpitaux français ont perdu 100 000 lits dans les 10 dernières années. On n'a que 5 000 lits de réa, alors qu'un pays comme l'Allemagne, qui n'est pas un super pays de santé, on va dire, hein, parce que je connais bien des camarades en Allemagne, ils me disent, on se soigne comme on peut, mais ils ont quand même 20 000 lits de réa en Allemagne, hein,
privé, d'accord, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'hôpital public. Enfin, le peu qu'ils avaient, il a été repris par une multinationale. C'est un bordel. Faut pas croire que c'est le capital dans un ensemble qui est dans cette phase-là. Et justement, avant la pause, là, tu me disais, oui, oh, il va falloir se battre. Mais j'invite les auditeurs, et je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, à un petit peu lire, hein, c'est court, hein, c'est pas long à lire. Hein. Les Pinson Charlot, c'est des sociologues qui diffusent largement et dont la parole est extrêmement claire. Je citerai simplement, à ma manière, une façon dont ils ont parlé. Les riches, voilà, ils ont déterminé que de toute façon, aux plus pessimistes, ça serait bien de se débarrasser de 500 millions de personnes les plus pauvres dans le monde. C'est-à-dire que, bon, en gros, les travailleurs pauvres, les précaires, les handicapés, tout ça, ils peuvent mourir. Et dans la fourchette la plus optimiste, s'il y avait 3 milliards de pauvres, et ça tombe bien, il y avait 26 personnes qui sont aussi riches que 3 milliards d'habitants sur cette planète. Donc ça peut plus le faire. Ça serait bien que je débarrasse de 3 milliards les plus pauvres, parce qu'après tout, ça va rien, c'est là. Sur cette réflexion un peu, voilà, c'est pour vous expliquer, chers auditeurs, qu'à un moment donné, va falloir un peu arrêter d'applaudir aux fenêtres et brandir le poing dans les rues, comme déjà beaucoup le font. On fait une petite pause musicale, Daniel, hein?